Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Ah, chers amis, écoutez, bienvenue. On est ravis de vous retrouver. On sait que vous avez chaud, ça tombe bien, nous aussi. Dès qu'on sort, on a chaud, ça fait longtemps, ça dure longtemps plutôt, c'est la canicule. Bon, écoutez, on va faire en sorte de la supporter. Prenez soin d'ailleurs de vos proches, ceux qui sont les plus fragiles, c'est toujours le plus important. Parce que c'est jamais au début des canicules d'ailleurs que les problèmes de santé se présentent, c'est souvent après plusieurs jours. Voilà. Pour le reste, on va parler de l'actualité, évidemment, et l'actualité est très riche aujourd'hui dans les vraies voix. On va même en débattre, figurez-vous, comme chaque soir sur Sud Radio jusqu'à 19h. On va notamment vous parler d'un film extrêmement choquant, un film scabreux, un film tellement choquant qu'il a été censuré à Noisy-le-Sec cette semaine. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. Vous avez peut-être reconnu un extrait de la bande-annonce du film Barbie. Oui, Barbie a été censurée à Noisy-le-Sec. Une projection devait avoir lieu dans un quartier. Les agents qui devaient la mener ont été menacés par des individus qui expliquaient que ça donnait une mauvaise image de la femme. Je caricature grossièrement, mais c'est globalement ce qui s'est passé. La mairie a annulé la projection. Elle a annoncé qu'elle allait porter plainte contre ceux qui s'étaient livrés à ces menaces. Nous, on va se poser la question, est-ce que c'est c'est un phénomène qui est le symbole de quelque chose qui est plus courant que ce qu'on pourrait penser? Comment on peut arriver en 2025 à être dans un pays où finalement même Barbie devient choquante? On va en parler à partir de 17h30. Vous pouvez nous appeler, 0826 300 300. Les autres actualités, c'est le monde qui va mal, le monde qui est en guerre également, et notamment cette rencontre extrêmement attendue entre Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre, à Anchorage en Alaska. On va se poser une question toute bête, ce sera notre coup de projecteur. Est-ce que Trump veut et va tout céder à Vladimir Poutine? Que vous aimiez ou pas Donald Trump, dans les deux cas, vous nous appelez 0826 300 300. On en débat à partir de 18h40. Toutes les autres actualités sur lesquelles nous reviendrons, évidemment, sont importantes. Venez aussi témoigner avec nous, débattre. Tiens, pourquoi pas, au 0826 300 300, comme Benoît depuis Limoges. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous serez notre vraie voix du jour en compagnie de nos autres débatteurs aujourd'hui. Alors, je vous les présente ou je vous les représente pour ce qui est d'Anthony Martin-Smith. Bonsoir à vous, Anthony. Bonsoir, j'ai cru que ça viendrait jamais. Bah oui, ça va. Mais écoutez, vous pouvez partir si vous n'êtes pas content. Sans blague. Il est présentateur de l'émission Faut que ça change sur Sud Radio. C'est tous les week-ends. Vous êtes aussi athlète de haut niveau en judo. Non, dites-le, qu'est-ce qui a marqué sur votre feuille? Alors, sur ma feuille, quelqu'un a marqué para-athlète. Voilà, il se trouve donc, que vous êtes... c'est un para-journaliste qui viennent tout de suite. Voilà, il se trouve que vous êtes non-voyant ou aveugle, comme on dit dans le dictionnaire, et que du coup, certains écrivent para-athlète. Vous vous battez parce qu'évidemment, contre cette habitude, vous êtes athlète, para, vous faites du judo. Ça veut dire autour. Quand je vais chier, je dis pas je vais para-chier, je suis désolé. C'était dit dans un langage extrêmement fleuri, Pardon, mais au moins on aura c'était retenu. fleuri. Je retire mes propos. Voilà, vous allez le retirer parce qu'on n'est quand même pas dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, on aura retenu le mot d'ordre, bien entendu. Je suis en Évidemment, forme, je vous préviens. vous êtes un judoka, ça veut dire que si jamais vous arrivez à nous retrouver, on a peu de chances de gagner un combat avec vous. Oui, on est faut déjà vous retrouver. Avec Philippe Bouriaki. Bonjour à vous, Philippe. Bonjour. Bonsoir même. Vous êtes conseiller municipal du côté d'Orly. Vous êtes aussi conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole de ce parti, l'écologie au centre. Vous êtes dans la majorité régionale de Valérie Pécresse. Ça va vous ? Ouais, ça va très très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui. J'ai eu un fou rire extraordinaire. Non, vous ne direz pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, on vous croit. C'est dommage. Voilà. Nous sommes également en compagnie d'Amou Bouakaz, un petit nouveau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Non, c'est bonsoir à vous. Ah si, on se connaît, Abou. Mais bienvenue à vous, Amou Bouakaz. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, vous êtes une connaissance d'ailleurs d'Anthony, c'est pour ça qu'on vous a invité aussi, puisqu'il vous a recommandé. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord d'ailleurs sur pas mal de sujets l'un et l'autre, ça va être très intéressant. Vous avez publié ce livre. J'évite de l'affronter au judo en revanche. Non, mais ça vous avez raison, mais moi aussi, je vais vous faire une confidence. Ce livre, c'est que vous avez écrit Aveugle, arabe et homme politique. Est-ce que ça vous étonne? C'est publié chez Desclés de Brouwer, on peut toujours se le procurer. Je Il est très précise actuel. aussi que vous êtes un ancien adjoint au maire de Paris. C'était il y a quelques années sous l'ancien maire, Bertrand Delanoë. Voilà. Bon, écoutez, on est toujours avec notre vraie voix du jour. Benoît, ça vous va? Est-ce que le casting vous convient? Ah bah parfait, j'en connais aucun des trois, mais c'est très bien. Mais c'est pas grave. Mais non, non, mais si on ne te connaît pas, Benoît. Voilà. On va faire connaissance. Vous savez quoi, on vous connaît pas, mais on vous aime déjà, Benoît. Surtout, n'en cherchez pas un seul au judo, c'est le plus important. Avant de revenir avec vous sur le débat du jour, sur ce qui s'est passé du côté de Noisy-le-Sec, vous aviez un coup de gueule à faire passer, mon cher. C'était sur quoi ?
C'était sur un petit peu marre du travailleur français bashing en fait. Ouais. Parce que régulièrement on entend que le français ne travaille pas assez, qu'il est pas assez productif par rapport à la moyenne européenne et je commence à en avoir un petit peu assez parce que je tiens quand même à rappeler que là où si on en est aujourd'hui, c'est quand même grande partie à cause de la faute des politiques qui ont quand même laissé tomber un petit peu l'apprentissage parce qu'il fallait des cols blancs plutôt que des cols bleus. Ça c'est une première chose. On a voulu faire en sorte que la France soit un pays de tourisme et de services, alors que moi je me rappelle d'un cours d'éco qui m'avait marqué où notre prof nous expliquait que si un PIB allait bien, c'est qu'il y a au moins 30% de son industrie, de son PIB qui était lié à l'industrie. On nous compare souvent à l'Allemagne. Nous sommes à, je crois, 10 ou 12%. L'Allemagne est à 30 ou 33%, il me semble. Et l'Italie est plus forte que nous sur le plan industriel aussi, oui, on en parle jamais. Donc ça fait beaucoup d'exportations, donc la balance forcément c'est plus compliqué à équilibrer. Et dans le même temps, c'est toujours aux mêmes qu'on demande à faire des efforts, c'est-à-dire aux travailleurs français. Alors on demande aux seniors d'aller de plus en plus tard au travail. D'un autre côté, il y a de moins en moins de place aux jeunes. Je pense que les rémunérations, ils sont pour beaucoup. Les cotisations sociales, ils ont pour beaucoup aussi. J'aime pas le terme charge parce que la cotisation, c'est quand même un salaire différé, contrairement aux charges qui représentent un coût et le travail, c'est pas un coût. Et donc, ces politiques qui sont quand même en grande partie responsables nous annoncent avec des grandes mesures, des grandes réformes, des grandes promesses que ça va changer, alors qu'au final, on voit qu'on a quand même des politiques court-termistes, alors que dans des grands pays qui sont soi-disant en voie de développement, comme la Chine, la Russie, c'est quand même des politiques qui sont sur du long terme. On a laissé tomber l'énergie nucléaire qui nous a apporté quand même une certaine. Alors on l'a pas encore laissé tomber, mais c'est vrai qu'on l'a fait reculer. Mais en tout cas, ce que je vous propose, Benoît, pardon. Pourquoi vous appelez Benoît ? Pardonnez-moi, écoutez, j'ai lu trop vite. On va faire réagir nos vraies voix. Tiens, est-ce qu'on a trop laissé tomber l'industrie, par exemple, au profit du tertiaire en France ? Anthony Martin-Smith. Moi, je crois qu'effectivement, il y a du vrai. Après, Benoît oublie aussi l'artisanat et le luxe qui s'exporte et beaucoup. On a une industrie gastronomique qui s'exporte beaucoup. On a aussi du vin. On a de très bons produits français qui marchent très bien à l'étranger. C'est aussi de ça qu'on tire. Donc vous voulez pas qu'on fasse trop de French bashing, vous, en tout cas. Alors, on dit trop que ça va mal. C'est ça que vous dites, Anthony ? Oui, et je pense qu'à force de dire trop que ça va mal et que... Ouais. Alors, je rejoins Benoît sur le fait qu'on a tendance à bâcher un peu trop nos travailleurs et à les maltraiter. Par contre, oui, arrêtons de dire que la France est un mauvais modèle, etc. Et arrêtons surtout de se plaindre de nos politiques. On a eu quand même, en moins de 3 ans, 2 fois l'opportunité de changer de direction. On a à chaque fois reprise la même. C'est une démocratie, la France. Donc les Français ne peuvent aussi s'en vouloir qu'à eux-mêmes d'avoir fait ce choix-là. Philippe Bouriaki. Alors je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Benoît. Ça tombe bien, on n'est pas là pour être tous d'accord. Au contraire, on est là pour débattre, les amis. En parlant la responsabilité toute politique. Je suis désolé, sur l'apprentissage, ce sont quand même les parents et les professeurs qui aiguillent leurs enfants. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon enfant a le même handicap que moi. Il est dyslexique, donc je savais que ça allait être très compliqué pour lui d'aller au lycée et pourquoi pas après la fac. Ce qui n'est pas impossible, mais il devra mettre plus de temps que les autres. Conclusion, je l'ai aiguillé sur un métier où ils sont censés être 25 par classe, il doit y avoir 2 classes, il y a une classe de 20 personnes, c'est conducteur d'engin de chantier. Il n'a pas encore son CAP, il a 15 ans, là il touche 1 100 € par mois net. Son patron, à 15 ans, bah ouais, en tant qu'apprenti. Et donc, en plus il est dans une très bonne boîte où il donne des primes paniers, etc. Notre Français, pour 15 ans plus tard, il gagne 200 de plus. Oui. Anthony, c'est et son patron lui a déjà dit, moi même si t'as pas ton CAP, je t'embauche à minimum 2000 balles par mois. On a tous voulu que nos enfants soient médecins, architectes ou notaires. Et donc forcément, sur des métiers aujourd'hui, je connais pas un plombier qui crève de faim. Je connais pas un électricien qui crève de fain. Oui, surtout les bouchers. Non, mais ce que je veux dire, il y a des métiers qu'on dit nobles et d'autres moins nobles, alors qu'en fin de compte, ils gagnent plus au taux horaire qu'un médecin. Donc, on a aussi notre part de responsabilité. Et aussi, faut voir les entreprises qu'on a accepté de laisser partir à l'étranger, délocaliser pour nous revendre les mêmes produits ici, soi-disant moins chers. Donc, on devrait taxer beaucoup plus. La parole au petit nouveau, Amou Bouakaz. Moi, je trouve que Benoît parle d'or. Alors, il a peut-être moins de profondeur historique que j'en ai, mais quand j'ai commencé à militer en politique, j'étais au
jeunesse communiste en 1979. Et nous avions sous Georges Marchais. Et j'ai soutenu l'intervention soviétique en Afghanistan. C'est tout à fait. Et oui, je continue d'ailleurs. Bravo. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Et donc nous avions un congrès et on nous a expliqué que la commission trilatérale, qui était une commission européo-américaine, avait décidé, nous sommes en 79, que la France deviendrait un pays essentiellement agricole et touristique. Et c'est ce qui est advenu. Et on a continué de faire du déficit commercial, on a continué de flinguer tout à fait patiemment et inexorablement notre industrie, et aujourd'hui on se trouve dans un corner où en fait on ne peut plus remonter des industries, on ne peut plus exporter. Effectivement, le luxe, c'est super, mais on ne vit pas que de luxe. Et aujourd'hui, on a perdu et le temps long et les moyens de notre indépendance. En revanche, sur la question de l'alternance, là, je trouve que Benoît est un peu vache, parce qu'en effet, Macron a beaucoup fait pour fluidifier la question de l'alternance. Et en tout cas, je suis très content, moi, de ces mesures, parce que j'ai recours à des alternants et je m'en trouve très bien. Bon, bah écoutez, restez avec nous. En tout cas, Benoît, vous êtes toujours là depuis Limoges ? Ah oui, j'ai un droit de réponse ou pas ? Un petit droit. Un petit droit. Alors, c'est juste pour des raisons chronologiques, tout simplement. En quelques mots. Je vais faire un petit droit rapide. Moi, je suis issu de l'apprentissage, donc je suis très fier d'avoir été apprenti. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Monsieur Macron a fait pas mal de choses pour l'apprentissage, c'est un fait. Le problème, c'est que c'est encore du court-termiste. Donc, les apprentis, on va les retrouver dans quelques années. Sauf que maintenant, il y a de moins en moins de plombiers, moins en moins d'électriciens, moins en moins de mécaniciens pour les garage, ça c'est un fait. Ensuite, une chose toute simple, oui c'est vrai, notre vin s'exporte très bien. Du coup, pourquoi on arrache autant de vies et pourquoi on est en train de faire crever nos paysans ? Écoutez, c'était une question qui pouvait être posée. Tous les vins ne s'exportent pas très bien, manifestement. C'était notamment le cas dans le Corbière. Mais ça, on y reviendra. Restez avec nous, Benoît. Vous êtes avec nous au moins toute l'heure. On va débattre de pas mal de choses avec vous. On est ravis de vous retrouver. À suivre sur Sud Radio, le coup de cœur. Le coup de cœur ou le coup de gueule d'Anthony Martin-Smith ? Un coup de gueule. Un coup de gueule sur une maternité fermée pour une semaine. Ah oui, on a demandé à des gens, s'il vous plaît, attendez quelques jours avant d'accoucher, on n'a personne en ce moment. Voilà, on en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 19h, les amis, avec Anthony Martin-Smith, toujours Philippe Bouriaki également, et Amou Bouakaz sur Sud Radio. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu de Monsieur Félix Mathieu. Bonsoir à vous, Félix. Bonjour, Monsieur Brodry, bonsoir. Bonsoir, plutôt, oui, exactement. Les 3 mots qui sont ? Les 3 mots qui sont sommet, fantôme et poisson, figurez-vous. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'animaux en ce moment. On parlait des serpents hier. Les poissons ce soir. On va parler donc du sommet Trump-Poutine demain, évidemment, avec peut-être Volodymyr Zelensky bientôt, puisque Donald Trump se prononce en faveur d'un sommet trilatéral. On va parler des freinages fantômes, des mauvais chiffres de la sécurité routière et donc des poissons de retour dans la Seine. Ah, des poissons qui sont de retour dans la Seine, on verra lesquels, effectivement. Mais avant ça, place au coup de gueule d'Anthony. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bon, prière d'accoucher dans quelques jours, c'est en substance le message qui a été transmis à des femmes enceintes quelque part dans la Loire-Atlantique, mon cher Anthony. Depuis le lundi 11 août, on ne peut plus accoucher à la maternité d'Ancenis, dans une petite ville de Loire-Atlantique, puisque figurez-vous que nous n'avons plus suffisamment de personnels médicaux qui peuvent faire les accouchements. On peut toujours suivre les soins néonataux, mais on ne peut plus faire accoucher les femmes jusqu'au lundi 18. Effectivement. Et j'imagine que ça vous scandalise. Ça me scandalise évidemment parce que on nous a fait croire que le système de santé était mal en point et qu'on y mettait des moyens pour pouvoir le sauver post-Covid. Où est donc cet argent ? Où sont ces moyens qui sont réclamés par ces soignants que nous avons applaudis tous les soirs à 20h pendant les confinements ? Où est cette considération ? Où est cette repopulation de nos hôpitaux, de nos maternités ? C'est un problème qu'on nous rabâche en nous disant nous le savons, nous le connaissons, nous savons qu'il faut agir.
eh bien, où sont ces agissements, où sont ces résultats, où sont ces zones repeuplées de médecins. Parce que pour l'instant, ou d'infirmières, ou de sages-femmes, ou d'aides-soignants. Exactement, parce que pour l'instant, nous ne voyons que des déserts médicaux qui se dessinent à travers la France et des médecins, soit qui partent à l'étranger, soit qui partent dans le privé. Voilà, il fallait que ce fût dit. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu pour les 3 mots, sommet, fantôme et poisson. Donald Trump estime nécessaire un sommet trilatéral avec Volodymyr Zelensky pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. En attendant, il rencontre Vladimir Poutine demain en tête-à-tête en Alaska. Une voiture qui pile toute seule sur autoroute qui passe de 130 à 0 km/h en quelques secondes. Après le grave accident provoqué par sa Peugeot 208, une automobiliste tente de réunir les victimes de ce type de freinage fantôme. On entendra son témoignage édifiant. Et puis quand Jacques Chirac tient des promesses depuis l'au-delà, 35 ans après, les poissons historiques de la Seine sont de retour dans la capitale. Conséquence en réalité de l'opération purification pour la rendre baignable au moment des JO. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump se prononce en faveur d'un sommet trilatéral sur la guerre en Ukraine. Déclaration à l'instant du président des États-Unis. Il estime qu'il faudra une rencontre entre lui-même, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour trouver une issue à ce conflit en Ukraine. En attendant, il rencontre demain son homologue russe. En tête-à-tête, le président ukrainien n'a pas été convié, ni d'ailleurs aucun autre dirigeant européen. Cet après-midi, le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, se disait optimiste quant à l'issue de ces pourparlers. Et ce, malgré cette offensive russe sur le front Est, cette percée d'une centaine de kilomètres dans le Donbass. Telle est la réalité des combats en cours et c'est pourquoi un cessez-le-feu est si crucial. C'est ce que nous avons proposé à Jeddah lors de notre départ d'Arabie Saoudite. Mais nous verrons ce qui est possible demain. Nous verrons comment se dérouleront les négociations. Nous avons bon espoir. Nous voulons qu'il y ait une paix. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Mais en fin de compte, c'est l'Ukraine et la Russie c'est à l'Ukraine, à la Russie qu'il appartiendra de se mettre d'accord. Déclaration de Marco Rubio donc à la veille de ce sommet Trump-Poutine en Alaska, en attendant peut-être une future rencontre trilatérale avec cette fois Volodymyr Zelensky. Allez, deuxième mot, fantôme, freinage fantôme, s'il vous plaît. Ou quand votre voiture à 130 km/h dans un virage sur l'autoroute se met à s'arrêter toute seule et à freiner complètement. Oui, c'est ce qui est arrivé à Johanna Perrache au volant de sa Peugeot 208 de 2020. Les voitures récentes, vous savez, sont bourrées d'électronique, de capteurs censés améliorer la sécurité. Mais se pourrait-il que parfois ça bug et que ça devienne au contraire hyper dangereux? En tout cas, Johanna se dit bien sûre et certaine de n'avoir jamais appuyé sur la pédale de frein. Ce jour-là, c'était en avril dernier sur l'A40 dans le département de l'Ain. Ma voiture a freiné très violemment, sans alerte d'ailleurs, alors qu'il n'y avait personne devant moi, la météo était bonne et elle s'est arrêtée, donc elle est passée 110, 130 km/h à 0 ou quasiment 0 en quelques secondes et suite à ça, la voiture qui était derrière nous a percuté, un gros accident. Le témoignage de Johanna Perrache dans La Vérité en face de Jean-François Aquili sur Sud Radio. Ouais. Depuis ça, Johanna Perrache a déposé plainte. Elle cherche à obtenir une expertise de son véhicule accidenté. En vain, pour le moment, elle espère que le parquet finisse par donner suite, par ordonner une telle expertise. Le constructeur, lui, s'en remet à une éventuelle décision de la justice ou de l'État. En tout cas, Johanna, elle a lancé un collectif Facebook où elle a réuni environ 70 témoignages similaires d'automobilistes qui disent avoir été victimes de ce type de freinage fantôme. Incroyable. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous dire que les chiffres de la sécurité routière viennent de tomber et ils ne sont pas bons du tout. 338 morts sur les routes de France en juillet. C'est une hausse préoccupante, 23% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation de la mortalité routière qui touche les villes comme les campagnes, précise la sécurité routière. Le ministère de l'Intérieur y voit le signe d'un relâchement inacceptable des comportements au volant. Il avertit, les contrôles seront renforcés, notamment pour ce week-end du 15 août. Évidemment, puis il y aura beaucoup de monde sur la route. Allez, troisième mot, on va essayer de surmonter le moral après tout ça. Le mot poisson, avec un retour remarqué dans les eaux de la capitale. De loups sont entrés dans Paris. Oui, si vous avez aimé les quelle loups, sorte de loups? Les loups sont entrés dans Paris par Serge Reggiani. Vous allez adorer. Les poissons sont entrés dans Paris par Paul Vinel. Bonsoir Paul. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Vous êtes un peu le nouveau spécialiste la vie des animaux pour les vraies voix sur Sud Radio, après les serpents hier. Car oui, après l'opération purification de l'eau de la Seine menée au moment des JO pour la rendre baignable, on en avait beaucoup parlé. Eh bien oui, les poissons historiques de la capitale sont de retour, Paul. Tout à fait. Et si finalement, 35 ans après, Jacques Chirac avait raison.
nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Et oui, parce que certains poissons qui avaient déserté la Seine sont bel et bien de retour. La raison est simple, l'assainissement des eaux. L'eau propre a fait revenir notamment le chabot, poisson historique du fleuve. Il est classé vulnérable au niveau européen car il ne survit que dans des eaux de bonne qualité. L'espèce avait disparu dans les années 70, époque à laquelle les concentrations d'azote et de phosphore étaient bien plus importantes dans la Seine du fait du rejet des eaux usées. Seulement d'autres espèces exotiques invasives comme les gobies commencent aussi à peupler les eaux. Mais malheureusement, ils vivent au détriment des poissons locaux. Ce concurrent alimentaire direct pour le chabot dévore aussi les œufs et se reproduisent bien plus vite. Des espèces qui n'étaient pas présentes du tout sur la Seine il y a quelques années. Ils sont arrivés sur Paris il y a 3-4 ans seulement. Et vous voyez qu'en seulement quelques années, ils deviennent les 2 espèces les plus présentes et de loin. Philippe Bourrier qui nous dit que c'est le grand remplacement des poissons. Je vous félicite pas pour ce jeu de mots, mon cher Philippe. Et puis bien sûr, il y a d'autres espèces qui sont de retour comme le brochet pour le plus grand bonheur des pêcheurs amateurs du fleuve. À noter qu'aujourd'hui, on compte quand même 35 à 40 espèces dans la Seine et la Marne, soit 2 fois plus qu'à 30 ans. Oui, c'est très bon le brochet en plus, je vous l'assure. Tiens, j'en profite pour préciser une chose. C'est un droit de réponse pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle a fini finalement par démentir. Non, elle n'a pas demandé, dit-elle, à ses CRS de donner à manger à ses poules. En revanche, elle concède qu'elle leur a demandé si, je cite, tout allait bien pendant qu'elle était partie en vacances. Voilà, comme ça nous sommes complets. Merci à vous, Félix Mathieu. Avec plaisir. Merci. Plaisir. Il a laissé des plumes en tout cas. Exactement, quelques-unes de plumes. Vous avez raison, Amou Bouakaz. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant après ces entrefaites. Place à un débat sur... mais je ne sais pas trop sur quoi il porte en fin de compte. Pourquoi Barbie a été censurée à Noisy-le-Sec? Pourquoi un groupe d'hommes est venu menacer ceux qui voulaient faire une projection de ce film, ce blockbuster dans la ville? Est-ce que c'est le signe aussi d'un phénomène plus inquiétant qui ferait que, un peu partout, dans certains quartiers, par exemple, des gens s'érigeraient en police de la pensée et surtout en police des mœurs? On va notamment en débattre avec notre invité Henri Peña-Ruiz. Bonsoir à vous, mon cher Henri. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes philosophe, écrivain et auteur de ce livre, Le Dictionnaire amoureux de la laïcité. Un autre livre aussi, Marx, quand même, c'est publié chez Plomb. Est-ce que ça vous étonne ce qui s'est passé, Henri Peña-Ruiz? Moyennement, parce que ça ne m'étonne que moyennement parce qu'il y a une tendance à ce que des groupes religieux veuillent dicter leurs lois par-dessus la loi de la République, c'est-à-dire faire passer la loi religieuse avant la loi républicaine, et ça c'est insupportable, ce n'est pas possible. La Révolution française a eu le grand mérite de substituer la conception moderne de la nation, fondée sur des droits humains, à la conception ancienne, fondée sur des particularismes coutumiers et religieux. Et là, certains essayent de revenir dessus, c'est pourquoi on va en débattre avec vous, Henri Peña-Ruiz. 0826 300 300, prenez la parole. Elle est libre sur Sud Radio, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, on est de retour sur Sud Radio avec Anthony Martin-Smith, toujours de très bonne humeur d'ailleurs ce soir. Oui, ça s'entend, vous êtes content. C'est quoi, c'est le 15 août, c'est l'approche du 15 août C'est le 14 août. C'est le 14 août, voilà. Bon, c'était une bonne date pour choisir d'être content. Vous êtes aussi avec Philippe Bourrier, qui évidemment, ça va Philippe? Très content. Et vous allez danser en plus vous ce soir, comme tous les soirs vous dansez en ce moment. Il a dit qu'il m'emmenait en plus. Exactement, vous êtes très content. Amou Bouakaz est avec nous également. Bon, je vais bien aussi. Vos premières minutes dans cette bande de guélurons, est-ce que ça vous convient? Ça me va très bien, d'autant plus qu'il y a Henri Peña-Ruiz qui est un très grand intellectuel qui nous fait le plaisir d'éclairer le débat, ça va être formidable. Exactement, et surtout de relever le niveau du débat tout de suite, malheureusement. Ne présumez pas du niveau, jeune homme. Ça peut voler assez haut. Non, mais il nous regardait en ce moment-là. Alors non, ça, vous pouvez pas voir que je vous regarde. Quoi qu'il en soit, tout de suite, nous allons débattre de ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Parce que c'est quand même invraisemblable ce qui s'est passé du côté de Noisy-le-Sec. Une projection du film Barbie, oui, ce film. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. J'adore la douche à l'eau froide. Mes talons touchent le sol maintenant. Barbie, oui, le film avec Margot Robbie, ce film presque tout en rose, franchement avec Ryan Gosling qui ressemblait à une poupée lui aussi, c'était Ken. Ce film n'a pas pu être projeté dans un quartier de Noisy-le-Sec parce que des gens
ont menacé l'équipe qui voulait projeter ce film. Tout simplement, un film trop choquant, un film qui donne une mauvaise image de la femme, pour le dire autrement. Henri Peña-Ruiz est notre invité pour en débattre, philosophe, écrivain, auteur de ce dictionnaire amoureux de la laïcité et de cet autre livre, tiens, Marx quand même, c'est publié chez Plomb. Ça ne vous étonnait pas? Vous disiez qu'un certain nombre de groupes voulaient faire passer la morale religieuse avant les lois de la République. Est-ce que c'est si courant que ça pour vous, Henri Peña-Ruiz? Ça commence à devenir inquiétant. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps, rappeler que la loi de la République est une loi unique, et qu'elle n'a pas à être dépassée par une loi religieuse. D'ailleurs, il faut un peu de bon sens. Qu'est-ce qui fait que la France accueille si bien des personnes de toutes origines, sinon le fait qu'elle énonce une loi fondée sur les droits humains, notamment la liberté? Si des gens ne veulent pas aller voir un film parce qu'ils ont peur d'y trouver des choses qui les déplaisent, qu'ils n'y aillent pas. Ils sont libres de ne pas y aller, mais ils n'ont pas à interdire à d'autres le fait d'y aller. C'est tout simple. Dans une république laïque, il y a de la place pour tout le monde. Pour les croyants, pour les athées et pour les agnostiques, ceux qui ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu. Eh bien, c'est cette laïcité qui permet à toutes les personnes, quelle que soit leur conviction, de vivre ensemble, qui est menacée aujourd'hui au nom de l'intolérance religieuse, au nom du fait que certains veulent imposer la loi religieuse, interprétée d'ailleurs de façon très, très intolérante. Ils veulent la faire passer avant la loi de la République. Or, si cela arrive, la République française risque d'être remise en question dans le rôle qui est le sien, d'intégrer tout le monde, mais sur la base du respect de la loi commune. Si je puis me permettre, c'est vous qui a ramené ça à la religion, parce que moi, dans tout ce que j'ai pu lire sur cette histoire, il n'y avait pas de manifestation ni de revendication religieuse. Il y avait juste un groupe d'individus manipulés par un individu qui voulait faire passer sa façon de penser, mais il n'y a pas eu le mot religion d'utiliser. Donc je tiens juste à ce qu'on clarifie ce point-là. Oui, mais il y a un point commun quand même avec la religion. Sous-jacent. Mais il n'est pas explicitement déclaré, notamment par la mère. Il n'est peut-être pas formulé explicitement comme une exigence religieuse à faire respecter, mais c'est une exigence prétendument morale qui est imposée et qui interdit la liberté, qui interdit la liberté d'être homosexuel ou hétérosexuel, pourvu qu'on respecte la liberté d'autrui. Et c'est cette remise en question de la liberté de choisir sa façon d'être, sa façon de s'accomplir, qui est remise en question de façon très inquiétante. Alors peut-être pas directement au nom de la religion, mais chacun sait bien que c'est souvent une religion intolérante qui dicte ce genre d'attitude. Et en l'occurrence, dans ce genre de religion, Philippe Bouriac. Attention, une religion intolérante. Je crois qu'il faut poser les mots. Une manière intolérante de pratiquer la religion. Non, je crois qu'il faut poser les mots. De quelle religion vous parlez? Et je ne pense pas que c'est la religion qui est intolérante, mais que c'est des individus qui interprètent, et tu l'as bien dit Jean-Marie, à leur façon une religion et qui, eux, sont intolérants. Parce que l'amalgame et le fait de pouvoir glisser et symboliser très simplement et stigmatiser, on va se le dire, nos compatriotes de confession musulmane, là, il est hyper léger. En plus, du coup... Enfin, pour le coup, j'ai envie de vous dire, vous devez plus être en odeur de sainteté avec vos amis de la France Insoumise, monsieur. Bon, ça fait longtemps que Henri Peña-Ruiz, d'abord, a rompu avec Jean-Luc Mélenchon, dont il était proche il y a quelques années. Ça a été bien documenté d'ailleurs à l'époque. Je pense que vous pouvez le confirmer, Henri Peña-Ruiz. Oui, mais de toute façon, je n'appartiens plus du tout à la sphère de la France Insoumise, et pour une raison simple, parce qu'elle a abandonné la laïcité. Et elle a abandonné la laïcité par une sorte de clientélisme électoral qui est indigne. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer la laïcité. Alors clairement, et vous avez raison de le rappeler, il faut éviter tout amalgame entre l'ensemble de la communauté musulmane, qui à mes yeux d'ailleurs est sans doute
en paix avec la loi de la République. D'ailleurs, on peut préciser et supposer, si je peux me permettre, qu'un certain nombre de ceux qui ont été privés de cette projection, alors qu'eux-mêmes le demandaient dans ce quartier, eh ben, ils étaient musulmans aussi, ceux qui n'ont pas eu le droit d'aller voir ce film. Oui, excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'on prend le problème du bon côté? Faire d'amalgame, on est d'accord. Ne faisons pas d'amalgame entre les intolérants et l'immense majorité des personnes. On ne prend pas le problème du bon côté. Si je peux me permettre, Monsieur Pénarvis, on ne prend pas, à mon avis, le problème du bon côté. Parce que de deux choses l'une, ou bien il y a des responsables de la régulation de l'espace public dans ce pays, ou bien il n'y en a pas. S'il y en a, à savoir un maire, on va parler tout à l'heure de Munich ou d'Yalta, eh bien, il a agi en munichois sur cette affaire. Alors justement, c'est-à-dire que clairement, il s'est dit, oh là là, moi j'ai quelques agents qui sont menacés, je ne vais pas me battre. D'ailleurs, ça fait un quart de siècle qu'on ne se bat plus, depuis les arrangements de M. Sarkozy avec l'UOIF entre 2002 et 2007. On ne mène pas la bataille, on ne propose pas aux musulmans de ce pays des figures identificatoires et une autre vision de l'islam. Et du coup, une petite poignée de sectaires sont en train d'emmener avec eux des millions de gens qu'on leur laisse tranquillement. Certains par calcul, on en reviendra à la France Insoumise, ça va être assez amusant d'ailleurs de voir si la France Insoumise est payée de ses efforts municipales, il risque d'avoir des petites déceptions. Parce qu'on a le temps de voir les municipales et d'y revenir. Mais revenons, mais vous avez raison de parler du maire, parce que le maire de la ville de Noisy-le-Sec est sous les feux de la rampe, et il s'agit d'Olivier Sarah-Bérouz. Il est maire communiste de la ville, donc il a décidé d'annuler la projection, parce que les agents qui étaient en train d'installer le dispositif se faisaient gravement menacer. On leur a clairement dit, on va venir empêcher physiquement la projection, on va tout casser et on va s'en prendre à vous. Il ajoute qu'il porte plainte et que non, il n'a pas cédé en annulant, mais qu'il ne pouvait pas le faire comme ça. Je précise par ailleurs que le maire est en train de tenir une conférence de presse dans la ville de Noisy-le-Sec à ce sujet. Il aurait dû ou pas l'annuler, Olivier Peña-Ruiz? Sa communication est nulle. Olivier Peña-Ruiz. Henri, pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi. Non, il n'aurait pas dû annuler, mais s'il a été victime de violence, en tout cas, son équipe aurait dû immédiatement porter plainte et faire intervenir la police pour faire effectuer la représentation, parce que c'est le rôle aussi de la police de faire advenir les libertés fondamentales. Alors, c'est une liberté fondamentale à partir du moment où un film n'est pas interdit ou censuré, que de le laisser projeter et de ne pas laisser des gens empêcher cette projection. Donc, le maire, faut pas forcément l'accabler, c'est pas forcément un munichois. Peut-être a-t-il pris peur quand il a vu des personnes mises en cause c'est là le problème. Anthony, vous allez lui répondre. Le mandat politique, ça implique un certain nombre de... Alors, Anthony Martin-Smith, vous allez répondre, mais d'abord, j'aimerais qu'on donne la parole à Benoît, qui est toujours avec nous, au 0826 300 300, depuis Limoges. Comment vous réagissez quand vous entendez tout ça? Moi, plusieurs points. Je suis d'abord atterré et agacé, et une incompréhension totale de ce qui se passe dans mon pays que j'adore, qui est censé être un pays de liberté, de fraternité et d'accueil. Ça, c'est le premier point. Si vous me permettez, il y a plusieurs points quand même qui me posent problème. Je crois qu'il y a un de nos auteurs célèbres à qui on applique une phrase qui est peut-être pas forcément lui. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça a été attribué à Voltaire, mais citation voilà. Apocryphe, mais en tout cas qui est resté célèbre. Oui, plutôt bibliographe. Voilà. Enfin bref. Non, il l'a vraiment dit, en fait, moi, Voltaire. Ah, alors je vais me fier, je m'incline et je m'incline devant Henri Peña-Ruiz. Je vous fais confiance. Je m'incline devant le savoir qui confirme. Mais bon, il n'y a pas de souci. En fait, moi, ce qui me pose problème, il y a plusieurs points qui me posent problème. D'ailleurs, je pense que le maire a eu tort de l'interdire, puisque c'est quand même une atteinte à la liberté d'expression. Donc c'est un recul pour vous, il a reculé? Ah oui, c'est un recul total. Moi, je suis pour la liberté d'expression. On peut dire tout ce qu'on veut tant que c'est pas répressible par la loi. Et si c'est répressible, il faut que ce soit condamné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette minorité, alors musulmane ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, moi, j'ai pas de confirmation, je sais pas, et je vais pas me
porter de jugement là-dessus, mais du coup là on est au-delà de musulmans là. Si jamais ce sont des musulmans, ce sont des islamistes en l'occurrence. Voilà. Mais ça c'est un autre point que j'allais aborder. Si vous allez me laisser le temps, c'est d'aller voir en Iran comment ça se passe pour la liberté de la femme, où elle a plus le droit d'étudier, où elle a plus le droit de chanter, où elle a plus le droit de rire. Donc là je pense qu'on est quand même pas dans le même contexte, clairement. C'est un début. Moi j'ai pas vu d'apologie. Moi j'ai vu le film et honnêtement je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve justement qu'il y a en fait on fait partie de ceux qui aiment ou ceux qui aiment pas. C'est un film qui est très partagé en fait. Quand bien même si vous l'aviez pas aimé, vous auriez pas été pour interdire sa projection, je suppose. Non, clairement non, du tout. Mais justement, je pense que ça va au-delà du féminisme. C'est justement une ode à ce que les gens ils s'assument comme ils sont vraiment, que ce soit des hommes, des femmes, et ne pas rentrer dans des carcans stéréotypés de ce qu'on attend d'eux. Justement, c'est là où ce film est assez fort, je trouve. Et en fait, là où je suis assez d'accord avec votre invité, c'est que pour moi la démocratie, c'est essayer de faire en sorte que le bien collectif du plus grand nombre domine, sans oublier les minorités. Et là, le souci, c'est que certaines minorités, minorités en tout genre, que ce soit j'ai compris ce que vous disiez, LGBT, anti-chasse, écolo, machin et tout ça, viennent à amener une certaine morale qui soit même, on est quand même un pays laïque, et qui veulent l'imposer à d'autres, si je vous comprends bien, pour essayer. Et qui veulent l'imposer au plus grand nombre. Et c'est ce qui vous dérange. Ça commence à... On va faire réagir nos vraies voix. Anthony Martin-Smith d'abord, ensuite notre ami Monsieur Bourriaki, bien entendu. Anthony. Ces types sont des barbares, ce sont des voyous, et on ne doit pas reculer face à des barbares et des voyous. Ces types-là ne sont ni musulmans, ni catholiques, ni judaïstes, ni quelque orthodoxe ou quelque autre religion que ce soit. Aucun religieux ne peut se confondre avec ces gens-là. Ces gens-là sont des radicalistes. Et je trouve que le problème de notre société, c'est qu'on commence à reculer sur la culture. Et à partir du moment où on commence à reculer sur la culture, on va reculer sur la sécurité. Et ça, c'est inacceptable. Ces types-là sont des barbares. Philippe Bourriaki, pardon. Il n'y a pas de place pour les intégrer dans notre pays, quel qu'il soit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je vais venir à la rescousse du maire. Parce que dans quelques mois, j'aurai sûrement cette responsabilité-là. Et n'oubliez pas qu'un employeur, et le maire par ricochet est un employeur, le premier devoir d'un employeur, c'est d'assurer l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs. Si moi, demain, et je peux vous assurer qu'il en faut beaucoup moins pour me faire peur, et moi je ne reculerai pas. Beaucoup plus pour faire peur, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Mais si j'ai des collaborateurs sur le terrain qui sont en danger immédiat, je ne prendrai aucun risque. Évidemment, il faut alerter les services de police. T'appelles la police. Bien sûr, t'appelles la police, mais si la police n'est pas disponible, s'il n'y a pas assez d'effectifs, etc. Et donc on va se retrouver à faire venir de la police anti-émeute pour permettre la projection en sécurité du film Barbie. Non mais je l'accorde, c'est pas normal, mais si j'ai des collaborateurs qui sont en danger, il n'y a aucune discussion. Premièrement, je sécurise les biens et les personnes. Amou Bouakaz. Écoutez, alors aujourd'hui c'est Barbie, demain ça sera Astérix, après-demain on va interdire la kermesse de l'école parce que le clown aura une perruque rose. Il y a un moment, il faut savoir qui est le patron, d'accord ? Le maire, il peut demander la protection fonctionnelle de ses agents. On ne discute pas. Je suis quand même navré que dans une ville communiste, on interdise Barbie, alors que dans mon enfance, on nous faisait regarder des dessins animés et des films français de haut niveau. C'était quand même autre chose. Non, mais de votre enfance, les communistes ne diffusent pas Barbie parce que c'est un produit capitaliste. Exactement. La question de fond. C'était pour une autre censure. La question de fond, je rejoins Henri Pénard-Ruiz. La religion, c'est comme un gaz, ça occupe tout le volume dont ça peut disposer. Et en France, ça fait un siècle qu'on a étanchéifié la sphère privée de la sphère publique. Dans le privé, tu fais ce que tu veux. Dans le public, on est indifférencié. Voilà, c'est tout. Si on canne là-dessus, eh bien, vous savez, on parle d'immigration, mais il y a plein de gens qui émigrent dans ce pays juste pour la laïcité.
Il y a plein de gens qui émigrent ici pour pouvoir donner la main à leur campagne sans être stigmatisés par qui que ce soit. Il faut bien comprendre, l'enjeu, il est structurant. Et on ne peut pas canner là-dessus. C'est impossible. Le mot de la fin pour notre invité, Henri Peña-Ruiz, je le rappelle, philosophe, écrivain et auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité. Je ne pourrais pas mieux dire que ce qui vient d'être dit. Et effectivement, monsieur, ce que vous venez de dire est très juste. Nous vivons dans un pays laïque. Laïque ne veut pas dire anti-religieux. Cela veut dire indépendant de toute pression religieuse. Et il est très important que la loi commune, qui depuis la Révolution française ne repose plus sur la France, fille aînée de l'Église, mais repose sur une France révolutionnaire qui se donne à elle-même ses propres lois. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça. Et c'est la souveraineté du peuple qui doit être respectée. Le peuple décide qu'il y a liberté d'expression, liberté de création cinématographique. Cette loi doit être appliquée rigoureusement. Alors, par ailleurs, je comprends la façon dont vous nuancez la critique qui pourrait être faite du maire, parce qu'effectivement le maire doit veiller à faire respecter cette loi commune, cette liberté commune, mais s'il a des administrés, s'il a des employés qui sont menacés, il ne peut pas non plus rester totalement indifférent à cela. Eh bien justement, j'ai une information de dernière minute qui vient de nous parvenir et qui nous permettra de conclure aussi le débat, puisque comme je vous le disais, le maire de la ville, je le rappelle, Olivier Sarabérouz, qui est maire communiste de Noisy-le-Sec, tenait une conférence de presse. Il assure que le film sera finalement diffusé, qu'il fera aussi l'objet d'un débat, et je le cite, d'un problème, je vais faire une solution pour travailler sur cette question-là. Autre information, elle est importante. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête ouverte pour des chefs de menaces de violence ou actes d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'actes de cette mission. Voilà, force doit rester à la loi. Ce sera le mot de la fin. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Merci à notre invité Henri Peña-Ruiz. Je rappelle votre dernier livre, Marx, quand même. C'est publié chez Plomb. Dans quelques instants, on va voir si nos vraies voix ont révisé l'actualité. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, on est toujours avec Amou Bouakaz, Anthony Martin-Smith, toujours aussi avec Philippe Bouriaki et notre vraie voix du jour, Benoît, depuis Limoges, au 0826 300 300. Benoît, c'est votre moment. Très bien. Juste une petite dédicace. Alors une petite dédicace au maire qui a décidé de laisser en place le film et qui après a eu l'intelligence d'organiser un débat. Et ça, je trouve ça très bien en fait. C'est pas sur Sud Radio qu'on vous dira que c'est mal d'organiser un débat. On fait ça tout le temps. Je trouve ça génial. J'adore ça depuis que je suis gamin, parce que ça permet peut-être de changer les idées. Et je me permettrai juste de rajouter une chose. Je pense que l'extrémiste, quel qu'il soit religieux, politique ou autre, amène à l'obscurantisme. Et l'obscurantisme est la fin d'une démocratie. Si j'étais laïque, je dirais amen. Voilà. Tout de suite, on va jouer, mon cher Benoît, avec vous. Je vais vous cuisiner sur l'actualité. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est la petite tradition, il faut respecter les traditions, surtout en radio. Alors Benoît, je vais vous lire plusieurs citations et ce sera à vous de deviner qui a pu dire ça. Ce sont des personnages publics qui sont dans l'actualité, pas forcément français. Si jamais vous vous trompez ou vous séchez, les vraies voix peuvent répondre à votre place et on verra qui a le plus. Non, mais Benoît est trop fort. Tu nous fais signe quand est-ce qu'on peut répondre. Oui, bien sûr. Et on verra qui. Je suis pas sûr, je suis en vacances, j'ai pas trop suivi l'actualité. C'est pas grave. Moi, on va voir si vous avez on va voir si vous avez de l'intuition. Je commence. Qui c'est qui l'a dit? Je cite. Nous sommes en France et en France, il n'y a pas de police des mœurs ou de la vertu. Ces pressions d'une minorité violente qui veut halaliser l'espace public ne sont pas acceptables. C'est quelqu'un qui parlait justement de la censure du film Barbie. Qui a dit ça, Benoît? RN ou Retailleau? Bravo. Mais c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. C'est bien, un point. On continue. Qui a bien pu dire? Qui a bien pu dire? Ou Retailleau. Voilà. On en fait deux. Oui, mais vous en avez dit on avance un petit peu, sinon on n'aura pas le temps de jouer. Qui a bien pu dire, mon cher Benoît, pour la deuxième question? Je l'ai dit à mes homologues et au président américain, mais Poutine ne veut pas la paix. Qui a dit ça? Facile. Macron. Non. Zelensky, mais c'est Philippe Bouriaki qui a été plus rapide. Non, pas du tout. Si. Non. Je suis l'arbitre vidéo. C'est pas vous, c'est moi. On continue. Faut qu'il dégage qui? On continue. Allez. Qui a pu dire
L'administration américaine déploie des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui satisfassent toutes les parties impliquées. Qui a pu dire ça ? Je sais pas. C'est français, ça ? Non. Le président, le Premier ministre... C'était bien le russe, président. russe. Non, russe. C'est Poutine. C'était Poutine. Ah non, ça fait, c'est la remontada de Philippe Bouriaki qui repasse devant d'eux. En quoi il a pas tort, parce que c'est quand même un peu à cause d'eux qu'on est là. Bah écoutez, pourquoi pas. Non, mais je peux pas le laisser gagner. Là. Continuons. Qui a pu dire ça ? Encore au sujet du film Barbie, encore une atteinte grave. Je cite, à la programmation qui prive des familles et des enfants d'une activité culturelle. Depuis un an, j'ai pris des mesures fermes contre ces atteintes graves, devenues une nouvelle forme de délinquance et une plainte est en cours. Non, Rachida. C'est Rachida Dati. Bon. Désolé. Non, mais... Je suis désolé pour vous, Benoît, parce que Philippe Bouriaki est intouchable ce soir. Il est intouchable. Pour une fois, il est pas mal. Eh, c'est vrai. Nous aussi, en quelque sorte, nous sommes handicapés. J'étais ex-aequo, là. On est tous handicapés sur cette table. Donc j'ai devant moi 2 menteurs et un vainqueur. Et j'ai en ligne quelqu'un qui a perdu. Je suis désolé, Benoît, une prochaine fois. En tout cas, qu'est-ce qu'on gagne alors Non, t'en as une Benoît. Mais comme dans Les Inconnus, vous connaissez le jeu, vous avez gagné toute notre estime. Voilà, c'est le plus important. C'est déjà énorme. Merci à vous, Benoît. Merci Benoît. Profitez bien de la belle ville de Limoges. On y mange très bien. En plus, c'est important de le rappeler. Allez, restez avec nous. Il est 17h57. On va se retrouver dans quelques instants, juste après le journal de 18h. Les autres actualités, évidemment, la rencontre Trump-Poutine. Trump veut-il tout céder à Poutine ? Ce sera notre deuxième débat. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h. Comme tous les soirs, nous débattons de l'actualité avec nos 3 vraies voix du jour. Tiens, il y a quelqu'un qui a oublié qu'on avait repris, qui est en train de revenir en courant, le pauvre. C'est Anthony Martin-Smith, évidemment, qui est avec nous. Je le rappelle, champion de judo, présentateur aussi de l'émission Faut que ça change tous les week-ends sur Sud Radio. Il est en train de se rapprocher tranquillement de son micro. Et là, il va vous dire bonjour en faisant semblant d'être là depuis le début. Bonjour. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Le cours avait déjà commencé. Vous êtes comme un Finkielkraut à la télévision. Hein, ça a commencé déjà. C'est un petit peu comme ça. Philippe Bouriaki est avec nous. Comment ça va, Philippe ? Au top. Bon, vous êtes conseiller municipal du côté d'Orly, conseiller régional écologie au centre. Vous aimeriez bien être maire plus tard de votre ville. Ce serait sympa. Ouais, ce serait sympa. Bah, écoutez, vous avez raison d'essayer. Père. Exactement. Continuons avec Amou Baka. Vous êtes notre 3e vraie voix du jour. Vous êtes le petit nouveau et vous êtes aussi le plus sérieux de la bande, c'est vrai. Vous avez raison. Amou Baka. J'essaye quand même j'aime bien les auditeurs, j'essaie d'être didactique. C'est des choses qui ont un peu de sens, quoi. Vous avez raison. Désolé pour les auditeurs. Vous avez raison. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, je le précise, Aveugle, arabe et homme politique. Ça vous étonne ? C'est publié chez Desclés de Brouwer. Vous êtes ancien adjoint au maire de Paris. J'ai pas dit à la maire de Paris, j'ai dit au maire de Paris. C'était sous Bertrand Delanoë. On est au 0826 300 300 avec Arnaud qui est avec nous. Comment ça va, Arnaud ? Impeccable, très bien, avec le beau soleil. Avec le beau soleil, c'est pas anodin parce que vous êtes dans le Morbihan. C'est quand même dans les départements où il fait un tout petit peu plus frais, je crois, en ce moment. On est d'accord ? Oui, on a de l'air. Enfin, là, je suis en Vendée, je suis pas très loin, je suis avec mes enfants en Vendée. Ouais. Mais c'est pareil, c'est à peu près le même climat, quoi. Mais écoutez, vous savez quoi ? On va voir avec vous ce sur quoi vous vouliez revenir. Parce que vous aviez une inquiétude à nous transmettre. Arnaud. Oui, effectivement. Moi, j'avais un coup de gueule à donner parce que gentiment, au fil de l'été, on voit les messages des chefs d'état-major des armées. Puis il y a une petite musique de guerre qui commence à s'installer partout sur nos médias. Et ça m'inquiète beaucoup parce que pour moi, avant de gagner la guerre en Ukraine, il serait bien de commencer par gagner la guerre contre le gaspillage, les gabegies et le désordre budgétaire. Ça me semble le plus important en France que d'aller remuer de l'air en Ukraine. Voilà, c'est mon coup de gueule estival. Écoutez, vous l'aurez fait passer en tout cas, mais ce qui veut dire aussi que vous, quand vous entendez que on augmente le budget de la défense française, vous considérez que c'est pas une bonne chose et qu'il y a d'autres priorités ? Ah si, non, c'est une bonne chose. Là, c'est une bonne chose. On a besoin. Mais il faut quand même se rappeler où le budget des armées a été au pain sec et à l'eau pendant des décennies. C'était les dividendes de la paix. C'est comme ça qu'on disait. Voilà.
Bon, donc maintenant, il est temps de réinvestir un peu. Faut pas oublier que le général de Villiers a quitté Monsieur Macron au tout début de son quinquennat. Donc là, au moins, les choses étaient claires. Alors maintenant, il est temps de regaloper dans le bon sens et de réarmer notre pauvre pays complètement exsangue, vous voyez. Mais écoutez, vous aurez fait passer le message. Merci beaucoup, Arnaud. Profitez de la Vendée. Vous êtes où en Vendée ? Je suis à côté de Beaupro, là, c'est-à-dire juste au sud de Nantes. Mais écoutez, profitez-en en tout cas. C'est un joli coin en plus, et puis c'est les vacances, vous avez raison d'en profiter. Chers amis, il est 18h10. Dans quelques instants, on va vous parler d'un phénomène. C'est notre info en plus, c'est la pollution plastique. Vous le savez peut-être, un certain nombre de pays, presque tous les pays de la planète, sont réunis en ce moment pour négocier, pour trouver un moyen de lutter contre la pollution du plastique dans le monde, qui est un fléau. Certains océans en sont remplis. Eh bien, figurez-vous que les négociations se passent mal. Alors, on sera avec notre invité qui nous expliquera pourquoi il est si important, effectivement, de lutter contre la pollution au plastique. Je vous rappelle par ailleurs notre débat à 18h40. Est-ce que Donald Trump veut tout céder à Vladimir Poutine? Oui ou non? Que vous soyez pro ou anti-Trump, vous avez tous la parole. 0826 300 300. Prenez la parole, appelez-nous et puis venez débattre avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Philippe Bouriaki est toujours avec nous. Nous sommes également avec Amou Bouakaz, et Anthony Martin-Smith. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans quelques instants, que dis-je? Tout de suite, on parle d'un fléau. Les vraies voix Sud Radio. C'est l'info en plus de Félix Mathieu. Félix, vous revenez sur le sommet de Genève, sur la pollution du plastique, la pollution au plastique. Ce sommet se termine, mais les espoirs de trouver un accord sont désormais très, très faible. 184 États réunis par l'ONU pour tenter d'adopter ce traité contre la pollution plastique. Mais oui, Jean-Marie, les dernières heures semblent bien tourner à la débandade. On rappelle le contexte. D'un côté, des États, par exemple européens, plutôt favorables à un texte offensif pour réduire vraiment la production de plastique, qui souvent finit dans la nature. Et puis d'un autre côté, des pays pétroliers qui voient surtout que dans un monde plein de voitures électriques et sans plastique, eh bien, ils n'auraient plus de débouchés pour leur pétrole. Alors, autant vous dire que eux freinent des quatre fers sur le thème. Un petit effort de recyclage devrait suffire. Vous mélangez tout ça et ça donne une tentative de synthèse jugée maladroite hier. Pas très ambitieuse, texte massivement rejeté par l'Assemblée plénière de Genève. Résultat, ce sommet doit se clôturer aujourd'hui, mais il pourrait bien jouer des prolongations, des négociations nocturnes. Même si beaucoup ne croient plus au scénario d'un accord de dernière minute, chacun pourrait donc repartir chez soi. Bredouille demain sans aucun traité plastique après des années de négociations. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Patrick Dexon, navigateur et explorateur, fondateur de l'association Expédition 7e Continent. Bonsoir Patrick Dexon. Oui, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, je précise d'ailleurs, Expédition 7e Continent, parce que le 7e continent, c'est un continent de plastique que vous avez vu malheureusement de vos propres yeux au beau milieu du Pacifique. Oui, c'est ça, le 7e continent. Donc ce sont les zones qui sont fortement polluées par des microparticules de plastique qui se rassemblent au milieu des océans. Je précise que ce n'est pas une île comme on le prétend, mais bien des zones très polluées, très concentrées en microparticules de plastique. Oui, parce qu'en plus, le plastique, ça se désagrège. Donc, au-delà de ce que vous appelez effectivement ce 7e continent, il se retrouve partout, dans nos organismes, notamment, par exemple. Oui, parce qu'effectivement, ce plastique ne disparaît pas de l'environnement. Quand il rejoint les océans, il va se fragmenter. Et malheureusement, il finit en nanoparticules de plastique. Et ces nanoparticules, elles n'ont pas de frontières dans le corps humain. Donc, effectivement, quand on ingère ces nanoparticules, elles traversent le corps humain et elles se répandent un petit peu partout, malheureusement. Ça fait des années qu'on en parlait de ce traité contre la pollution plastique. Il était en négociation. A priori, ça va rien donner. On vous imagine dépité en apprenant cette nouvelle? Ouais, dépité, mais bon, je m'y attendais un petit peu aussi. Faut pas être naïf, arriver à mettre d'accord 184 pays avec des pays pétroliers qui ont tout intérêt à pas ralentir la production de plastique. Effectivement, c'était pas gagné d'avance et ça sera pas gagné. Alors le problème, c'est que c'est un drame, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on se bat pour essayer de faire passer un traité au niveau mondial. Et je crois qu'on va pas y arriver. Je crois que ça va être le citoyen qui va être obligé de prendre en main cette problématique-là. On est sensibilisé sur la
pollution de l'air, sur la fonte des glaciers, sur la montée des eaux. Mais on la voit pas, cette pollution plastique, parce qu'elle est sournoise, elle est microscopique, elle est partout dans les océans et ça empoisonne l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et si on n'a plus d'eau, on n'a plus d'êtres humains sur la planète. Et donc, il est urgent de réduire, parce que si on réduit pas, ça va être exponentiel et on va trouver de plus en plus de plastique dans l'environnement, même si dans les pays industrialisés, on commence à essayer de juguler un petit peu ce plastique qu'on retrouve dans la nature par le tri, le recyclage, mais ça reste anecdotique. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que le recyclage, ça suffit pas. Il faut vraiment réduire la production, l'utilisation du plastique. Oui, alors il n'y a pas qu'une seule solution. Bien sûr que le recyclage fait partie un petit peu des solutions, mais c'est pas une fin en soi. La vraie solution, c'est de réduire drastiquement la production de plastique, et ça, c'est très important. Et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que on n'a plus le temps de continuer à polluer, à remplir les océans de plastique. Alors il y a certaines mesures que la France a prises, d'ailleurs, où elle se retrouve un petit peu seule. Si vous allez vous promener à l'étranger pendant les vacances, vous êtes surpris quand on vous donne une paille avec un verre, par exemple. On n'a plus de paille, le plastique jetable et un certain nombre de choses qui ont été interdites en France. Ça servait à rien de le faire ou c'était quand même un pas important ? Non, c'est très important de le faire, bien sûr. La France doit montrer l'exemple. Mais le problème, c'est le commerce international. Alors, effectivement, on réduit la production plastique en France. La plasturgie française est en souffrance. Ouais. C'est terrible de dire ça. Mais plus personne ne veut travailler dans le plastique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne produit plus assez de plastique. Et là, la France, par l'effet miroir du commerce international, a ouvert les frontières au plastique chinois, qui lui n'est pas du tout réglementé, où on va trouver tous les contaminants, tous les perturbateurs endocriniens que nous on essaye d'interdire en Europe. Donc on tourne un petit peu en rond et c'est ça qui est dommage. Vous êtes en train de dire qu'on n'en produit presque plus assez. Il vaudrait mieux que ce soit du plastique français bien sourcé, dont on saurait quoi faire. Bien sûr, ça c'est normal, effectivement. Si on fait venir du plastique chinois qu'on contrôle pas, c'est complètement aberrant. Et ça, on le dénonce à 7e continent. Mais voilà, effectivement, c'est un combat aussi. C'est ce commerce international, la mondialisation, ça devient compliqué pour l'environnement. Philippe Bourriaki, membre de l'écologie au centre. J'abonde évidemment dans son sens et c'est un jour noir en vérité. Vous faites un sommet pour ne rien faire et en fin de compte, c'est les générations futures qui ont subir. Vous savez, moi chaque année, je vais au Maroc à Al Jadida au Forum de la mer et mon ami Mehdi Alaoui commence souvent par cette phrase en disant que la mer commence sur Terre. C'est-à-dire que ce que nous allons produire comme déchets vont in fine se retrouver dans la mer et ils vont revenir sur la Terre d'une manière ou d'une autre, soit en mangeant du poisson, soit en buvant de l'eau par l'évaporation et les microparticules, les nanoparticules justement, peuvent devenir aussi gazeuses et se transformer en eau ou en tout cas se mélanger en eau et donc effectivement ça va nous contaminer, ça va contaminer nos enfants. On a une responsabilité, il faut qu'on consomme différemment. Il faut qu'on freine des cas de pied tous les produits qui sont nocifs, c'est-à-dire qu'il faut les surtaxer dès le départ pour pouvoir rendre nos produits ici en France. Mais à condition de pouvoir les remplacer, pardon, parce que si vous retrouvez... Il y a des technologies qui permettent, où vous avez quasiment 80% d'algues et 20% de plastique, on ne peut pas le supprimer complètement, mais déjà le réduire à 80%, c'est possible. Et il faut qu'on s'y mette tous, et j'en appelle aux consommateurs. Moi, vous savez, nous, l'écologie au centre, on n'est pas une écologie punitive et culpabilisante. Mais... vous avez parlé de surtaxer quand même. Non, c'est punitif. Non. Je surtaxe ceux qui viennent de l'extérieur, qui vont nous polluer. Je ne parle pas de nos produits à nous, qui en plus respectent tous les normes. Enfin, tu vois, le différentiel est important. Mais moi, je m'adresse aujourd'hui aux consommateurs. Vous avez le pouvoir de pouvoir acheter des choses qui sont réutilisables, ou en tout cas y aller avec des collecteurs déjà en partie. Alors, je vais donner le nom d'une boîte qui s'appelle 900 Care, par exemple, qui fait des produits de lessive, dentifrice, etc. Et c'est juste une pastille parce que 80% de ce que vous avez dans vos produits plastiques, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc l'eau, vous l'avez au robinet et donc ça évite des véhicules de transport et surtout de se retrouver avec des tonnes de plastique qu'on ne peut pas gérer. Alors j'ai une question à poser à notre invité Patrick Dexon, parce que je suis sûr que vous voulez te poser plusieurs fois, surtout quand vous avez vu où est-ce que ce plastique qui se désagrège terminait. De quel plastique de notre vie quotidienne on peut facilement se passer alors qu'on ne le fait pas ?
Oui, on le sait tous, hein, c'est ce fameux plastique jetable. Celui-là, il n'a aucune place dans notre société. Après, se passer du plastique, c'est compliqué. On ne peut pas l'interdire, le plastique. On ne peut pas retirer la farine du boulanger du jour au lendemain. On n'a plus de pain. Et le plastique, c'est un peu pareil. Économiquement, c'est très compliqué de le supprimer. Par contre, le réduire, on peut. Ça, on en est convaincu. Après, le remplacer par du bioplastique, c'est pareil. Alors, l'écologie, c'est une table de mixage, hein, où on a plusieurs curseurs. Il faut en monter, en descendre, mais surtout pas en monter un à fond et descendre l'autre, parce qu'on crée des catastrophes. Et en plus du rejet à la fin, Anthony Martin-Smith. Alors, déjà une remarque. Le plastique, par exemple, où on aurait tendance à dire oui, mais on le recycle. En réalité, on ne fait que recycler le problème et on ne fait que recycler des nanoparticules qui continuent de subsister. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tout cas, c'est plus une question que j'ai envie de vous poser. Pour des gens comme moi et ceux qui nous écoutent, vous parlez de ce 7e continent. À quoi ressemble-t-il et sur quelle surface exactement s'étend-il? Ça ressemble à quoi? Alors oui, ce 7e continent, nous, ça fait quand même 15 ans qu'on l'étudie. On y est allé plusieurs fois sur place. Il en existe 5 de zones de concentration. Alors on l'a appelé 7e continent, c'est un peu malheureusement les médias qui ont triché un petit peu sur les faits. On simplifie. Quand je suis rentré dans ce fameux 7e continent, la première fois, la mer était très calme. Et là, on a toutes ces microparticules qui remontent. Et donc, ce fameux 7e continent ressemble un peu à un tapis de microparticules de plastique. Il n'y a en aucun cas une île de plastique où on pourrait marcher dessus. C'est plutôt une espèce de ragounias qui flotte, en gros, au milieu de l'océan. C'est ça. Alors, les gros objets, eux, ont une prise au vent, donc ils ont plutôt tendance à dériver et à s'échouer sur les plages, alors que les microparticules qui se fragmentent dans la nature et qui sont amenées dans l'océan par les gros orages, etc., eux, ces microparticules sont sous l'influence des courants. Et donc, ces courants vont rejoindre ces gyres océaniques, ces gyres qui tournent un petit sur eux-mêmes, hein, et qui vont rassembler ces microparticules. Et après, ces microparticules, elles se fragmentent, elles partent en nanoparticules. Ce sont mes équipes à 7e continent qui ont prouvé la fragmentation jusqu'à la nanoparticule. Et après, on se doute bien qu'avec l'évaporation de l'océan, ces nanoparticules montent dans les nuages. Alors ça, c'est très compliqué scientifiquement pour faire une publication, parce que les nanoparticules, forcément, on en a partout sur le milieu terrestre, et ces nanoparticules sur le milieu terrestre peuvent être amenées sur l'océan. Mais nous, je pense qu'on est persuadé que ces nanoparticules s'évaporent avec l'océan, et donc la nanoparticule de plastique, à mon avis, a intégré le cycle de l'eau. Mais ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas une publication. C'est votre supposition. Autre question, parce qu'elle est importante, celle que vous avez demandé à Anthony Martin-Smith, qu'on se fasse une idée à peu près, si on agrège en gros tous ces gyres océaniques remplis de ragounias, de plastique, ça fait quelle surface? C'est l'équivalent de quoi dans le monde? Alors c'est très difficile parce que ça fait à peine 25 ans qu'on étudie cette zone, et donc on a donné des superficies en fonction des ONG qui sont partis un peu à droite, à gauche, et qui ont pioché du plastique. Et donc on a une base de données qui est en train de se remplir, et on a à peu près une dimension mais elle n'est pas uniforme. En fait, compte dans la mer et dans les gyres, on a des espèces de fleuves de circulation de courants. Et donc ce plastique se circule dans ces courants. Et c'est beaucoup plus complexe parce que dans le second gyre qui tourne sur lui-même, on peut pas aspirer. C'est une question bête, probablement, mais. Alors, on avait la question d'Anthony Martin-Smith, c'est est-ce qu'on peut débarrasser l'océan de ce plastique? Non, c'est complètement utopique. Tous les projets qui sont là avec le jeune néerlandais, tout ça, faut le dénoncer. Ça a un impact environnemental énorme. Et 99% de la pollution plastique, elle est micrométrique. Donc alors, on ne pourra pas nettoyer les océans. Si on les nettoie avec des filets micrométriques, on tue l'océan, on va ramasser toute la vie qu'il y a dans les océans. Donc, c'est complètement utopique. Donc, on ramasse une cuillère à café, et voilà, et on fait de la com, et on dit qu'on va sauver les océans. Et ça me met en colère, parce que ça, c'est des mauvais messages. En tout cas, ça veut dire qu'on en a pour plusieurs milliers d'années. Tant qu'il n'y aura pas une catastrophe, ça continuera, parce que on demande au lobby du sucre de lutter contre l'obésité. Donc ça peut pas marcher, cette affaire. Bon, c'est compliqué en tout cas, mais vous avez raison de faire une formule. Merci à notre invité, en tout cas Patrick Dexon, d'être intervenu sur Sud Radio dans l'info en plus de Félix Mathieu. Et à très bientôt, et bon courage en tout cas avec votre bâton de pèlerin. Quand est-ce que vous repartez en mer? Son bateau de pèlerin. On repart en mer en septembre. On va étudier le courant liguro-provençal en Méditerranée qui transporte malheureusement tous les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire pas très loin de Marseille, de Nice, j'imagine, et de Gênes, c'est ça?
Ça se passe aussi près de chez nous. C'est important de le rappeler. Allez, restez avec nous à suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup Patrick Bexon. À suivre sur Sud Radio, les actualités qui ont marqué et retenu l'attention de nos vraies voix. Anthony Martin-Smith, en un mot. Le football. Le football. Philippe Bouriaki, en un mot. Karim Gadji. Et Amou Bouakaz. Le décès de Jacques Martial et le choléra au Soudan. Exactement. Et la guerre, en plus, au Soudan, qui est absolument épouvantable. On en parle trop peu. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio, avec Anthony Martin-Smith, avec Philippe Bouriaki et Amou Bouakaz. Ça se passe bien ? Formidable. J'espère. Bon, vous voyez, vous sentez la démocratie. Ils ont peur de dire que ça se passe mal. Ils sont très contents. Tout de suite, les actualités qui ont retenu votre attention. Tu sais à quoi je pense ? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Le tour de table. De l'actualité. Puisque l'humeur est plutôt légère, on va commencer par parler football. Avec vous, mon cher Anthony Martin-Smith. Effectivement, on va parler football avec une bonne nouvelle, une moins bonne et une mauvaise. Et la bonne nouvelle, c'est hier soir, le Paris Saint-Germain qui l'emporte face au club de Tottenham après une séance de tir au but qui s'est terminée avec un score de 4-3 suite à un match qui a tenu tout le monde en haleine. À la 80e minute, le Paris Saint-Germain était mené 2-0 et puis dans les dernières minutes, il a réussi à revenir au score sur cette finale de Super Coupe d'Europe. Je savais même pas que ça existait, c'est vous dire. Vous savez pas si en fait c'est la finale entre, en gros c'est le match qui oppose le vainqueur de la grosse Coupe d'Europe et le vainqueur de la petite Coupe d'Europe. Une très mauvaise nouvelle plutôt même, c'est l'AC Ajaccio qui passe en Régional 1 et évidemment Sud Radio a une grande pensée pour eux. Pour les supporters corses, il y avait 2 clubs emblématiques, au moins 2 clubs emblématiques en Corse, club professionnel, et l'AC Ajaccio a été exclu de toutes les compétitions nationale. Ça veut dire que la CA, rendez-vous compte, se retrouve encore plus bas que les Girondins de Bordeaux, qui sont eux-mêmes dans une situation délicate. C'est assez triste ça pour les amoureux du football. Ils vont militer pour l'indépendance de la Corse, comme ça ils seront dans leur championnat du coup. Oh, ça c'est pas gentil, vous n'êtes pas charitable. Ça c'est pas charitable. Et puis enfin je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise raison. En tout cas, l'avenir nous le dira. C'est la LFP, la Ligue de football professionnel, qui à travers sa filiale LFP Média a annoncé le 10 juillet 2025 le lancement de Ligue 1+, une plateforme de streaming propriétaire que les clubs du coup pourront gérer avec une chaîne de télévision en linéaire, comme on le dit dans le métier, qui diffusera donc tous les matchs de la Ligue 1. Un nouveau modèle de distribution et de diffusion qui se passe des diffuseurs traditionnels type Canal+, DAZN ou encore d'autres comme beIN Sport. Et ça pour vous c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. Je pense que en tout cas ça permettra au football français peut-être de retrouver une certaine souveraineté avec des abonnements qui vont démarrer à partir de 9,99 €, beaucoup plus accessibles que ceux qui étaient proposés cette dernière saison par DAZN à 40 € par mois. Et puis peut-être que cela mettra fin à un phénomène qu'il faut endiguer, c'est le streaming illégal où certains, beaucoup, utilisent des VPN pour regarder depuis l'étranger les canaux de diffusion. Pour faire semblant de regarder depuis l'étranger et pour regarder gratuitement des films qui sont piratés, des films, que dis-je ? Exactement. Et donc le lancement de cette chaîne se fera demain lors du match inaugural Rennes Olympique de Marseille. Le lancement est prévu à 20h45. Philippe Bouriaki, vous allez regarder ? Je suis plutôt pied-point, arts martiaux, moi. Oui. Mais sur les grands matchs nationaux, internationaux, quand les copains m'appellent, je peux pas dire non. Oui, mais ça c'est pour l'équipe de France, c'est sur une autre chaîne, effectivement. C'est le PSIG. Exactement. Un mot à Moubakas ? Oui, ça m'amène une question. Est-ce qu'on pourra demander à Nicolas de Tavernos si les matchs seront audio décrits ? Qui a pris la direction de Ligue 1+. Voilà. Effectivement, je lui ai envoyé un courrier auquel je n'ai toujours pas de réponse. Alors, on peut le redire. Attendez. Notre technique, c'est d'écouter Sud Radio et de regarder la télé. Vous avez raison, parce qu'en plus, les commentaires sont meilleurs, surtout en rugby. Surtout en rugby, avec Daniel Herrero et François Trio, qu'on embrasse très fort, eux qui sont en vacances. En tout cas, on le redit, vous espérez qu'il y aura de l'audio-description sur la chaîne Ligue 1+. Oui, c'est un vœu que je formule, c'est quelque chose sur lequel je les ai interpellés, pour lequel je n'ai toujours pas de réponse. Et ben voilà, le message est passé. Je me suis laissé dire que tu savais très bien faire de l'audio-description, Anthony, mais c'est une autre affaire. En tout cas, le message est passé et il est repassé aussi en audio-description. Chers amis, on passe à un sujet beaucoup plus dramatique. C'est difficile de faire des transitions par moment, mais il fallait en parler. C'est ce qui se passe en Soudan. C'est la guerre dont personne ne parle. Cette guerre dont personne ne parle, elle a des conséquences absolument épouvantables
Sur un plan humanitaire aussi, mais vous n'avez pas que de la famine. Vous avez du choléra et vous avez des massacres. Des massacres y compris d'ailleurs sur une base raciale par moment, à Moubouakaz. Oui, cette guerre, elle dure depuis 1983. Elle s'est accentuée en 2019 après la société civile a essayé de chasser un dictateur, El-Bachir. Et en fait, 2 généraux ont pris le pouvoir et ils n'ont pas su se le partager. Et du coup, depuis 5 ans, c'est la guerre avec les grandes puissances qui s'en mêlent. La Russie qui soutient Hemeti, l'Arabie Saoudite et les Émirats qui soutiennent El Bourhan. Et des millions de gens sont déplacés. Toutes les canalisations ont été bombardées et le choléra tue des centaines d'enfants chaque jour. C'est quelque chose d'épouvantable et je ne sens pas une grande appétence pour la diplomatie européenne pour essayer de tirer ce pauvre pays qui s'est d'ailleurs coupé en deux du drame dans lequel il se débat. Et c'est effrayant. Vous savez, il y a une chanson d'Alain Souchon en 95 qui s'appelle « Soudan, mon Soudan » et qui parle de ce réfugié soudanais qui est épuisé, qui vient en France. Et c'est une très belle chanson, il faut écouter ça. Et on précise que depuis l'époque de cette chanson, d'abord, le Soudan a été coupé en deux, puisque le Soudan du Sud a fini par prendre son indépendance au terme de la guerre civile. Aujourd'hui, le Soudan du Nord se retrouve dans une guerre civile coupée en deux de manière épouvantable, et le Soudan du Sud lui-même va très mal. C'est absolument épouvantable. Effectivement, ça ne fait pas la une des infos, malheureusement. Philippe Bouriaki. Tout le monde s'en fout, il n'y a pas de pétrole là-bas, il n'y a pas de diamants. Il y en a. C'est un peu le problème, les Russes ont pris les mines d'or, c'est pour ça qu'ils soutiennent un des deux, et au Sud-Soudan il y a du pétrole, c'est pour ça que le Sud-Soudan a voulu son indépendance, enfin c'est épouvantable. Donc ça va s'accélérer malheureusement. Oui, malheureusement. Anthony Martin-Smith. Personne n'en parle. Je connais que trop bien les problématiques des Soudanais, puisque dans mes fonctions à l'international sur des fédérations sportives, on essaye tant bien que mal d'accompagner ce peuple à essayer, par le sport, de s'extirper du pouvoir en place. Et c'est extrêmement difficile. Et merci à Mou de remettre ça en lumière, parce qu'effectivement, ça fait partie de ces situations conflictuelles dans le monde sur lesquelles nos autres médias ne mettons pas suffisamment. Alors pas que les médias, si je peux me permettre, il n'y a pas non plus de manifestations. Pourtant, vous avez eu par endroits des actes génocidaires au Soudan. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Absolument. Comme quoi, quand ça se passe pas aussi en Israël ou dans la bande de Gaza, on trouve moins de volontaires pour venir s'en indigner et proclamer haut et fort qu'on est indigné et qu'on est du bon côté de la morale. On va continuer par un hommage. C'est important. C'est une voix que vous connaissez peut-être, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. C'est la voix de quelqu'un qui notamment doublait un certain nombre de films, quelqu'un qui était un acteur dans une série télé que vous avez probablement regardé pendant 16 ans. C'était Navarro. Et cette voix, c'est celle-ci. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? Il doublait notamment l'acteur Samuel Lee Jackson. Il a aussi doublé d'autres acteurs d'Hollywood. Vous vouliez lui rendre hommage, c'était votre ami? Oui, je l'aimais beaucoup. Il était adjoint de la maire de Paris. Et c'est un homme que j'avais côtoyé quand il était président du parc de la Villette. Et il avait soutenu un projet d'un institut médico-professionnel et on avait cheminé ensemble. C'était un homme qui construisait des ponts. C'était un homme qui parlait juste là où beaucoup de gens parlent fort pour ne rien dire. Et c'était un homme qui savait dire non. Il construisait des ponts. Heureusement, il avait une belle voix et cette voix est immortelle. Et donc, on garde ça pour longtemps. C'était un grand bonhomme. Jacques Martial, en tout cas, il fallait lui rendre hommage, ancien patron de la Villette, acteur, doubleur, c'est un beau métier en plus que celui de doublage. Répond, voilà, une sacrée carrière, et il fallait le dire aussi. Philippe Bouriaki. Ça va être sur un autre registre. J'en appelle au président de la République, Emmanuel Macron. Je ne connais pas vraiment la procédure, donc je vais essayer de m'en garder. Vous prenez un micro, vous parlez dedans, voilà. Et puis ensuite on augmente le volume. Parce que je sais que le président de la République écoute Sud Radio tous les jours. Monsieur le président de la République, nous avons un athlète français méconnu du grand public parce que notre sport pied-point, le kickboxing, la boxe thaï, la boxe française, même la boxe anglaise amateur ne passe pas sur les grandes ondes. Il s'appelle Karim Gadji. 16 fois champion du monde de kickboxing. 16 fois. Il a 42 ans, 43 ans Ça maintenant. Ça fait 16 ans qu'il est à chaque fois champion du monde.
pas chaque année consécutive, mais en tout. Donc ça fait encore plus longtemps. Il a fait toutes les catégories. Il a pris tout le monde. Alors moi, je demande qu'on lui donne la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, pourquoi? Parce que hormis être un grand champion, un grand athlète, c'est aussi un grand chef d'entreprise et c'est surtout un modèle. À un moment donné où la société part un petit peu en vrille, on n'a plus de repères, pour être un champion du monde, la première fois, ça peut être un accident. 16 fois, c'est un grand carambolage. Ça veut dire que derrière, c'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est du respect, c'est du code, c'est des horaires, c'est des levées tôt, coucher tôt. C'est vraiment comme tous les grands sportifs, comme tous les grands athlètes, mais comme tous les chefs d'entreprise, comme tous ceux qui travaillent dur pour y arriver. Et c'est ça qu'on doit avoir comme modèle. Donc, merci à nos grands footballeurs qui la reçoivent assez rapidement. Mais on a plein de grands champions, plein de grands athlètes dans des sports orphelins qui mériteraient d'avoir un vrai focus. C'est un symbole fort qu'on enverrait à tous nos enfants qui ont besoin de repères, qui ont besoin de modèles. Je milite pour que Karim Gadji reçoive la Légion d'honneur. Oui, kickboxer franco-marocain de 44 ans. Il a 2 surnoms, notamment Gadget Boy, me dit-on, et Boss de Fin. Ça lui va bien, Boss de Fin, hein, parce que si ça fait 16 ans qu'il est champion du monde, effectivement, ils ont toujours pas réussi à l'avoir. Il est aussi champion de MMA, champion du Glory. Enfin, vraiment, c'est l'Antoine Dupont des arts martiaux, quoi. Complètement. Et il a une salle qui s'appelle Fantastic Armada à Meaux, et donc je remercie Jean-François Copet pour le soutien qu'il apporte, et à Momotech et à Karim Gadji, puisqu'il a la chance d'avoir 2 grands clubs dans sa ville. Moi, je suis un peu envieux, mais vraiment, c'est eux qu'il faut mettre en avant et comme modèle pour nos jeunes qui de temps en temps manquent de repères. Je vais vous donner une statistique qui va vous faire frémir, les amis. 119 combats en tout, dont 102 victoires, dont 53 par KO. Même un judoka, ça lui fait peur, Anthony Martin-Smith? Non, je n'ai jamais peur, mais par contre, je suis admiratif du parcours. Et effectivement, ce que dit Philippe est très juste. La première fois qu'on devient champion du monde, on pense que c'est un accident. La deuxième fois, on sait que c'est parce qu'on a travaillé. Et la 16e fois? Je sais pas, je suis pas allé jusque-là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout de la 3e, où je me suis planté, je sais que c'est parce que j'avais pas bossé. Et donc, valoriser le travail d'un athlète, c'est valoriser aussi le travail de tous nos clubs qui forment nos champions. Et puis, le sport, ce n'est pas aussi que former des champions, c'est aussi se faire plaisir. Et quand vous voyez qu'on va amputer notre budget du sport de 40%. De 40%, effectivement. Ouais. C'est considérable. On nous a fait des leçons de morale l'année dernière. Mais c'était les JO, maintenant ils sont terminés. Ouais, mais bon, ça suffit. C'est pas grave, consolez-vous, baignez-vous dans la Seine. Il reste quelque chose, Anthony Martin-Smith. Allez pêcher les poissons. Il a vu, c'est peut-être un moyen de. Voilà. Mais si tu n'investis pas dans le sport, ces jeunes-là, tu vas les retrouver dans les mains de narcotrafiquants ou de gens des ennemis de la République. Bien sûr, ils le sec et ils vont t'imposer. Tout à fait. Avec les poings et les pieds, il y en a qui gagnent des titres, il y en a qui interdisent des films. Allez, restez avec nous, surtout sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant à suivre un autre combat. Et même d'ailleurs une confrontation, les yeux dans les yeux, que le monde entier va scruter demain, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Question que nous posons pour notre coup de projecteur. Est-ce que Donald Trump veut vraiment tout céder à Vladimir Poutine comme le craignent un certain nombre d'Ukrainiens? On est avec notre invité Nicolas Conquer, porte-parole des Republicans Overseas France, les républicains américains, mais en France. Bonsoir Nicolas Conquer. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous faites confiance à Donald Trump pour tordre le bras si nécessaire de Vladimir Poutine demain? Alors s'il y a bien une personne qui est apte à mener ce genre de situation, c'est bien Donald Trump. On l'a vu au cours de son début de son mandat, il a mis fin à 6 conflits qui étaient en train de se lancer. Là, c'est l'étape ultime, mais je lui fais confiance pour engager les différentes étapes qui mèneront à la résolution de ce conflit, à une paix durable et pérenne pour les Ukrainiens dans la région. Eh bien, vous allez en débattre avec nous, avec nos vraies voix et nos auditeurs au 0826 300 300 dans un instant. À tout de suite. 7h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Anthony Martin-Smith, Amour Bouakaz, pardonnez-moi. Vous pouvez dire amour, il n'y a pas de problème. Je manque d'air pour faire du sentiment, mais vous pouvez m'en ajouter. Y a pas écoutez, c'est très bien répondu, remarquable. Il nous surpasse, Philippe. C'est du lourd. Philippe Bouriaki va s'en servir ce soir, notamment quand il ira danser, parce que c'est une excellente référence. En tout cas, nous sommes là pour notre coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur, tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur Anchorage. C'est où? C'est en Alaska. C'est demain cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Une première rencontre en vue peut-être de négociations permettant à mettre fin
au moins temporairement à la guerre en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens et de supporters des Ukrainiens soupçonnent Donald Trump de vouloir tout céder à Poutine pour obtenir enfin une paix. Trump veut-il tout céder à Poutine? C'est notre débat. On en parle avec notre invité Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas France, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Vous dites que Donald Trump vous avez dit à l'instant que Donald Trump avait d'abord mis fin à plusieurs conflits. Lesquels? Rappelons-le. Alors on peut commencer par entre l'Inde et le Pakistan, on peut parler de la RDC et du Rwanda, et plus récemment, il y a tout juste une semaine, un accord de paix historique d'un conflit qui durait de plus de 4 décennies entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est tout à fait important de le mentionner parce que ce sont deux anciens pays qui faisaient partie des républiques soviétiques, et donc ça montre la perte d'influence de Vladimir Poutine sur ces anciens pays qui sont censés être ses alliés. Donc peu à peu, Donald Trump, et sans parler évidemment de la guerre des 12 jours qui a été terminée avant même qu'elle commence grâce à ce coup fatal sur le nucléaire iranien. Donc Donald Trump, faiseur de paix, faiseur de deal, et je pense que c'est l'homme de la situation pour mettre fin à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors sachez que au moins deux de nos vraies voix ne sont pas du tout d'accord avec vous, et c'est pour ça que vous allez débattre avec elle. Anthony Martin-Smith d'abord vous répond. Comment vous expliquez qu'il arrive à autant de miracles et où les feux se rallument derrière? Nicolas Conquer. Alors encore une fois, c'est parce que vous avez votre biais de confirmation et vous cherchez à voir ce qui ne va pas. Mais en tout cas, moi, je m'appuie en l'occurrence entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre une décision qui a été saluée des deux côtés. Je pense que vous faites référence à des attaques qui ont été menées par le groupement terroriste M23 au large du Rwanda, dans une zone qui est certes très houleuse, mais c'est pas une garantie de paix ad vitam, mais il y a évidemment des enjeux à sécuriser, mais c'est une démarche, et c'est pourquoi les chefs d'État, notamment africains, parce que c'est de ce dont il est question, ont appelé à Donald Trump pour qu'il vienne résoudre cet accord de paix. Initialement, c'était Eric Prince, l'ancien patron de Blackwater, qui avait pour but de sécuriser la région et éviter la contrebande des minerais au Congo, mais de fait, alors on a 2 ou 3 petits problèmes de liaison, on va vous retrouver, on va vous rappeler par téléphone, si vous le permettez Nicolas Conquer, parce qu'on ne voudrait pas perdre une miette de votre argumentaire. Tiens, un point important qui a été rappelé par Nicolas Conquer, ça c'est vrai, il faut le mettre au crédit de Donald Trump, le seul fait que des négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, 2 anciennes républiques soviétiques, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, merci de me corriger, 2 anciennes républiques soviétiques, se fassent sous l'égide des États-Unis. C'est un sacré camouflet pour Moscou. Ça doit faire tout drôle à l'ancien communiste que vous êtes, à Moubarak. Non, mais c'est assez bien joué parce que il a, ce faisant, évincé pour un moment au moins la Russie, qui était supposée soutenir l'Arménie, qui l'a d'ailleurs assez mal fait, qui l'a abandonné, et qui du coup se trouve complètement hors jeu, car elle n'avait pas les moyens d'aller défendre ses positions, et du coup ça place une pièce de l'échiquier Trump dans le dos entre guillemets des Russes, et je pense précisément que va-t-il réussir, ne va-t-il pas réussir, j'en sais rien, mais en tout cas ça le met en situation de ne pas tout céder. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui sont forts sur cette affaire-là. Il faut que Zelensky gère ses problèmes intérieurs et nous dise si oui ou non il veut que la corruption cesse en Ukraine ou pas. Parce que si là-dessus il n'est pas rigoureux, eh bien les gens ne vont pas le suivre. Mais d'un autre côté, les Russes sont dans une situation économique qui les rend enclins à peut-être, au moins momentanément, accepter des échanges de territoire, ou à tout le moins un cessez-le-feu. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait eu encore un échange de prisonniers. C'est plutôt de bon augure. Ça, il y en a depuis le début d'ailleurs de la guerre, il faut le rappeler. J'espère que, même s'il ne résout pas tout ce problème, ce sommet ne va pas servir à rien. Alors, un mot avec vous quand même, Nicolas Conquer. On vous a retrouvé avec une meilleure liaison, j'espère, par téléphone. Vous êtes avec nous ? Absolument. Vous êtes avec nous, exactement. Malgré tout, on peut avoir quelques inquiétudes pour les Ukrainiens, parce que les propos passés du président Trump sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky étaient peu à même. Les propos tenus par un certain nombre de vos camarades républicains, notamment aux États-Unis, sur l'Ukraine, sont peu amènes. Est-ce que l'Amérique de Donald Trump aujourd'hui a vraiment envie de protéger ce qui reste, je suis bien obligé de le dire comme ça, de l'Ukraine, de la Russie ?
Encore une fois, avec Trump notamment, je pense qu'il ne faut pas juger aux déclarations, mais juger les actes et les résultats. Et c'est ce qu'on va attendre de lui demain face à Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que la coalition que Donald Trump a obtenue pour se faire élire, elle est assez disparate. Et il y a des grands soutiens de l'Ukraine, notamment le sénateur Lindsey Graham, qui est prêt d'aller une dizaine de fois en Ukraine durant ce conflit et a toujours apporté un soutien reconduit, continu. Et aujourd'hui, même lui en appelle à intervenir pour la paix. Donc il y a une volonté, et je pense que la situation a changé au bout de 3 ans et demi. On voit que c'est un conflit qui se gèle. Même l'opinion, selon Gallup, en Ukraine change. En 2022, ils étaient 3 Ukrainiens sur 4 à vouloir une poursuite du contenu du conflit jusqu'au boutiste. Désormais, ce n'en est plus qu'1 sur 4. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité absolue de prôner la paix et de pouvoir arriver à renouveler ce canal diplomatique qui a été largement oublié. Et une dernière chose, en ce qui concerne les déclarations, encore une fois, je préférerais me cantonner à l'apport de militaires, d'armement militaire et d'efforts de défense pour les pays européens qui désormais financent eux-mêmes également le conflit en Ukraine. Donc ça ne pèse pas uniquement sur le contribuable américain. Philippe Bouriaki. Non, mais Trump, pour avoir son prix de la paix, va sacrifier l'Ukraine sans aucun problème. Il va se plier en 4 devant Vladimir Poutine. On l'a bien vu, il a continué à bombarder alors que normalement il devait y avoir une trêve. Vladimir Poutine. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Il a continué à bombarder alors qu'il devait y avoir une trêve et un cessez-le-feu. On voit qu'il grignote des territoires chaque jour et Trump l'a carrément dit. Il a dit bon, va falloir penser à des concessions de territoire, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible. Et la seule chose qui l'intéressait, rappelez-vous, il y a un petit peu d'1 mois et demi, lorsqu'il a humilié Zelensky devant la terre entière, c'était l'accord sur les minerais pour pouvoir les toucher à 3 fois sur les minerais ukrainiens. Donc voilà. Sur les minerais ukrainiens. Et il y a un accord qui a été signé en ce sens. Il y a un accord qui a été signé en ce sens. Il y a des gages qui ont été apportés. Mais comment ça ? Enfin, il y a une volonté aussi de sécuriser et d'obtenir des garanties de sécurité, des investissements américains sur place. Voilà, des investissements américains au détriment de l'intégrité territoriale ukrainienne. Et franchement, il n'avait pas le choix. Il lui a dit on va couper. La réponse de Nicolas Conquer. Non, mais j'ai pas fini. Nicolas, j'ai pas fini. Allez, vous allez répondre globalement pour le mot de la fin. On te coupe les renseignements, on te coupe les vivres, on te coupe les subventions, on te coupe l'armement. Tu vas te battre avec des cailloux face à des gens qui ont l'armement nucléaire en face. Enfin, il n'y aura pas de paix sans concession mutuelle. Non, il n'y a pas de concession à avoir. Il y a une intégrité territoriale, c'est celle de l'Ukraine. C'est plus facile à dire d'ici. Je comprends tout à fait le principe, Philippe Bouriaki. Sinon, dans ces cas-là, on a qu'à tout lui donner. On lui donne la Lituanie aussi. On n'en a rien à faire de la Lituanie. On lui donne la Norvège, on lui donne la Suède. On peut tout lui donner à Poutine. Son rêve, le tsar Poutine, c'est d'avoir l'ancienne grande Russie soviétique et il va pas s'arrêter là. Il nous l'a fait en 2014. Regarde, il l'a refait. Non, je pense que Poutine, ce qu'il ne veut pas, c'est avoir l'OTAN aux portes de la Russie. C'est principalement ça qui aujourd'hui l'anime. C'est la bonne vieille propagande russe qui a été sortie ad nauseam depuis 20 ans. Ça, c'est un fait. Après qu'il soit expansionniste dans sa démarche, ça aussi, c'est un autre fait. Mais il faut commencer par ce qui a déclenché cette guerre. Donc il se sentait menacé. À chaque fois qu'on se sent menacé, on envahit un voisin. C'est trop facile. Non, mais moi je défends pas cette position, Jean-Marie. Il n'a plus les moyens de sa politique, économiquement. Nicolas Conquer devait répondre à Philippe Bouriaki. Mais j'entends ces mêmes déclarations qui sont lues dans une boule de cristal que Trump va tout céder, ce qui est paradoxal parce qu'on dit que Trump est imprévisible, donc c'est vrai, bien dit. Et sans quoi, ça ferait 6 mois qu'il aurait cédé quoi que ce soit. Il n'a rien cédé. Il en a fait un engagement prioritaire durant sa campagne. Il a été mobilisé et désormais, on peut pas dire qu'il fait de concessions auprès de Vladimir Poutine. Au contraire, il vient d'imposer des sanctions auprès d'un des principaux exportateurs de pétrole, qui est donc l'Inde, qui 40% du pétrole russe. Et c'est évidemment ça qui va mettre Vladimir Poutine dos au mur et qui va l'amener à revoir. Le timing n'est pas anodin. Dans la même semaine, il y a eu l'accord de paix dont on a parlé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu les sanctions contre l'Inde. Vladimir Poutine n'a plus les moyens de mener sa guerre. Donc ça contribue dans ce jeu. Effectivement, par la Chine. Le timing, il est passé de 24 heures à 8 mois. Moi, je vous parie un burger. Bon, écoutez, vous parierez ce que vous voulez, mais on va pas parier malgré tout des choses aussi triviales sur un sujet aussi dramatique. Quel que soit le nombre de victimes. Chers amis, malheureusement, c'est la fin de ce débat et on en reparlera de toute façon demain, honnêtement. Et demain, puisqu'on n'aura pas le choix d'en parler, ce sera l'actualité du jour. Nicolas Conquer, j'aimerais vous remercier.